Bonjour à toutes et à tous. C'est très agréable pour nous de vous voir aussi nombreux. Il aurait fallu 3 ou 4 salles comme celle-ci au final, ce qui me fait dire qu'on va revenir une autre fois dans une salle plus grande sans doute pour continuer la suite de ce qui va vous être présenté. Un mot rapidement, avant que je cède la parole à ma collègue, sur les circonstances de la découverte et pourquoi est-ce qu'au final on a fouillé. Donc les circonstances de la découverte, c'est l'aménagement des Halles Surrian, comme chacun le sait, et puis c'est ce qu'on appelle une découverte fortuite, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce type de découverte. Et par chance, la vigilance des ouvriers sur le chantier a fait qu'ils nous ont contactés pour dire on a trouvé un gros mur, on ne sait pas trop ce que c'est, ce serait bien de venir. Donc on s'est dépêché sur place et puis très rapidement, Élodie va vous le présenter, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on a reconnu la présence d'un édifice religieux au tout début, sans vraiment encore connaître la portée de la découverte. Voilà, une fois qu'on a compris qu'on était sans doute sur un édifice très ancien, les choses sont allées très vite. Je tiens à préciser que le projet en lui-même ne portait pas atteinte aux vestiges et que donc au titre de l'archéologie préventive, il n'y avait pas de nécessité que le ministère de la Culture prescrive une fouille. Et c'est à la demande de la municipalité, finalement, qui a pris conscience de l'importance de la découverte et qui nous a demandé si on serait d'accord pour venir fouiller cet ensemble pendant qu'une partie des travaux allait se poursuivre. Donc évidemment, il n'était pas question pour nous, archéologues scientifiques, de passer à côté de cette découverte majeure. Et donc la métropole s'est mise à disposition de la mairie de Vence pour pouvoir engager ces fouilles. Je rappelle que le service archéologique de la métropole Nice-Côte d'Azur est compétent sur tout le territoire de la métropole, qu'il y a eu un transfert de compétences de toutes les communes. Donc j'en profite pour s'il y a d'autres représentants de communes, on est là à votre service. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec ma collègue qui va vous présenter très concrètement ce qu'on fait depuis quelques mois, sachant qu'on vous le présente un petit peu comme une visite, puisqu'on est encore en cours de fouille, donc on n'est pas encore sur des synthèses très approfondies, et en tant que bon archéologue, en général, on essaye de rester un petit peu prudent. Voilà, à toi Élodie. À l'extrémité ouest du bâtiment, donc en fait ce que vous voyez là en rose, ça serait plus ou moins le mur de façade de la cathédrale, donc qui irait des absides que nous avons vues à l'extrémité du bâtiment jusqu'ici. Un petit espace peut-être extérieur intermédiaire, et dans la partie gauche, un bâtiment qui correspond au baptistère. Donc le baptistère, il est très visuel dans sa partie de la cuve, donc que vous voyez ici, mais en réalité, on est sur un bâtiment monumental beaucoup plus grand que ce qui laisse apparaître aujourd'hui dans la fouille, qui est très perturbé par des maçonneries bien plus récentes et tout ça, donc on n'en a pas la lecture complète. Mais en réalité, donc, le baptistère est constitué sans doute d'une cuve baptismale principale, qui a un plan octogonal, qui est assez courant pour les périodes paléochrétiennes, mais qui a une disposition assez inédite, puisque avec ces deux lobes de part et d'autre, c'est un exemple qu'on ne retrouve pas forcément dans le sud de la France. On a des exemples assez ressemblants en Ligurie et voire de l'autre côté de la Méditerranée. Tout ça pour vous dire que en fait, cette cuve n'est pas isolée, elle est inclue dans un bâtiment plus large, sans doute de forme soit circulaire, soit octogonale, dont on a aperçu une petite partie de la maçonnerie, donc juste ici. On observe qu'on a déjà un plan octogonal. Donc ça nous permet de restituer un volume d'à peu près 6 mètres par 6 mètres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme et qui serait au-devant du bâtiment de la cathédrale. Ce qui est une disposition assez courante au demeurant.
Ensuite, dans la partie de la nef, donc entre la partie des absides et la partie assez grande des halles, nous avons pu faire des sondages aussi dans les autres pièces. Là aussi, espace très contraint, très compliqué de fouiller avec toutes les contraintes des murs et la nécessité de les garder en élévation, donc de conserver des marges de sécurité autour des murs. Néanmoins, ça nous a permis de mettre en évidence encore plusieurs types d'éléments. Un second four, dont là on est vraiment sûr qu'il s'agisse d'un four à cloche. Et à quoi ça se voit? C'est justement cette démarcation que vous voyez là, ce négatif-là, qui marque en fait l'empreinte du moule à cloche au moment de sa fonte. Ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de donner une idée de la dimension de la cloche qui a été fondue ici. En ayant fait cette découverte, on a une partie de la trame antique et qu'on va pouvoir, en regardant les cadastres actuels et les cadastres plus anciens, qu'on va pouvoir extrapoler à l'échelle de la ville pour aller faire des vérifications plus tard, au cours de travaux. Je rassure les riverains, s'il y en a parmi nous, on ne va pas venir chez vous en disant « poussez-vous, il y a de l'Antiquité », mais on sera un petit peu vigilant pour pouvoir justement recueillir ces éventuels témoignages et puis faire avancer la connaissance. Donc, ce que je mets, donc les témoignages de l'Antiquité tardive jusqu'alors étaient vraiment par petites touches, on va dire, mais finalement, dans les fouilles plus récentes, des 20 dernières années, on va dire des 25 dernières années, c'est ce qui a livré le plus de témoignages par rapport à l'Antiquité elle-même. Donc, je vous mets une petite carte ici pour montrer, ça c'est toutes les interventions archéologiques qu'il y a eu depuis le début des années 2000. Ce n'est pas la totalité des interventions, entre guillemets, archéologiques qu'il y a depuis 200 ou 300 ans avant. D'ailleurs, petite anecdote, on sait que si la cathédrale a été rasée au XIe siècle et très vraisemblablement déshabillée de toute sa parure monumentale, sinon on aurait retrouvé un certain nombre de choses, c'est ce qui nous fait dire qu'une partie de la parure monumentale de l'édifice a été transférée dans l'édifice actuel. Ce que vous n'avez pas dit, Élodie, c'est qu'en fait, on a retrouvé d'énormes perturbations qui datent du XVIIe siècle, où il y avait des énormes trous qui servent à rien, qui n'avaient aucune finalité, et sans doute pour seule finalité d'aller chercher des gros blocs antiques qui devaient être en vrac là-dedans. On en est quasi certain. Et ça tombe bien, puisque des découvertes sont signalées au XVIIe siècle. Donc on a dû avoir une phase de rénovation du bâtiment à cette époque-là. En creusant leur fondation, ils ont dû tomber sur quelques blocs, peut-être des inscriptions. On se pose la question, d'ailleurs, de savoir si, vous savez, les colonnes antiques qui sont en remploi, place du Grand Jardin et place Godot, de savoir si ces deux colonnes-là, on sait qu'elles étaient anciennement dans la cathédrale actuelle, si elles n'ont pas pu être dans la cathédrale paléo-chrétienne. Ces deux types de colonnes, c'est quelque chose qu'on réutilise assez régulièrement pour l'entrée de l'arc triomphal. Et d'ailleurs, l'une d'elles, jusqu'il y a quelques années, était au niveau de la place Surian, en emploi, bien entendu. Voilà. Oui. Vous parlez de cathédrale. Donc ça veut dire que Vence était un évêché très tôt. Est-ce qu'on sait à quelle époque c'est devenu un évêché? Oui, alors au minimum au début du 5e siècle. En fait, on a la mention d'un évêque dans un concile. On a la mention d'un évêque à Vence. Donc oui, c'est un évêché au moins dès le début du 5e siècle. Mais il y a des textes, il y a d'autres textes qui relèvent d'autres noms d'évêques potentiellement de Vence, mais c'est litigieux. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne absolument sur ces questions-là pour dire oui, on est sûr que tel évêque était avant. Alors, 5e siècle, c'est sûr. Allez, une dernière question. Merci pour tout votre travail et tout ce qui reste à faire certainement. Je voulais juste savoir comment vous vous situez par rapport à la mairie. Est-ce que si par exemple l'année prochaine on change de mairie, vous continuerez votre travail ou une autre mairie pourrait vous arrêter carrément? Alors, vous savez, c'est dur d'arrêter des archéologues. Et puis avec une découverte comme ça, je peux vous assurer que quelle que soit la municipalité, que ce soit ici ou ailleurs, on va continuer. Parce que nous avons, en fait, la fouille est faite, d'accord, enfin, qu'on sera parti. La fouille est faite.
Donc nous, on a récupéré toutes ces données, donc on va continuer à les étudier, indépendamment, à plus forte raison que c'est le service qui vient faire la fouille. C'est la métropole Nice-Côte d'Azur qui fait la fouille, voilà, techniquement, vous voyez. Donc les autorisations de fouille sont au nom d'Élodie et de Romain Aimé, un autre de mes collègues, et cette autorisation-là, c'est le préfet de région. Ce n'est pas la municipalité, ce n'est pas la métropole, donc c'est le préfet de région qui nous donne l'autorisation et derrière l'obligation de prendre l'opération jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la remise d'un rapport de fouille conforme au Code du patrimoine qui sera examiné par la commission territoriale de la recherche archéologique qui évaluera si on a bien fait ou mal fait notre travail. En général, on aime bien qu'ils nous disent qu'on a bien fait. Allez, je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur le maire qui va vous dire quelques mots. Merci. Merci Fabien. Donc, je rappelle qu'au départ, Marc Schex, avec lui, c'est un combat de 15 ans. Ça n'avait pas été suivi par d'autres entre deux, mais nous souhaitions, dès une quinzaine d'années déjà, acheter cet ancien hôtel de ville. On avait peut-être un petit peu de flair à l'époque, parce que c'était quand même une bâtisse magnifique, et il fallait la mettre en valeur. Donc c'est à la fois un projet patrimonial, notre souhait du départ, plus un projet aussi commercial, si on peut dire, économique, pour redonner aussi de l'attractivité au centre-ville. Et si on suit tous ceux qui nous disent, vous vous rendez compte, ces découvertes-là va amener un monde fou dans la ville, c'est tellement majeur qu'il faudrait peut-être n'en faire qu'un musée, bah c'est parfait, puisque finalement ça va aussi relancer l'activité commerciale, et les Lensois vont pouvoir en profiter. Donc cette complémentarité de projet, pour nous, est formidable, et confirmée par les écologues, les archéologues. Moi, j'ai été comme vous, enfin comme certains qui disaient, mais compte tenu de la découverte, est-ce qu'on ne devrait pas consacrer tout l'espace finalement à un musée archéologique? Eh bien non, les archéologues eux-mêmes ont dit au contraire, si on peut avoir un maximum d'usagers qui s'intéressent à l'archéologie en venant pour autre chose sur ce site-là, c'est formidable. Voilà, donc nous croyons notre projet, on réduit considérablement le projet initial puisqu'il n'y a plus la partie école de cuisine, les halles vont être légèrement réduites pour avoir effectivement le maximum d'espace pour cet espace archéologique, où on va préserver, comme l'a très bien dit Fabien tout à l'heure, les éléments extrêmement importants qui sont le baptistère et les absides. Le reste n'a pas un intérêt pour la vie de la population visuellement majeur. Donc aujourd'hui, voilà, donc il y aura vraiment pour les deux sujets qui nous concernent, à la fois valorisation importante du patrimoine, de pouvoir visiter ces absides et le baptistère, qui sera en plus dans l'entrée des halles, et puis qu'un maximum de gens puissent en profiter, puissent partager cet espace. Mais le consacrer qu'à l'un ou qu'à l'autre, non, là on fait les deux, et c'est pour nous extrêmement complémentaire, et on s'en réjouit.